Alors, bienvenue sur le chat, bienvenue à Sombre Machin qui est déjà ici. Et merci alors à nos intervenants d'être là pour ce live sur la génétique et le QI. Alors, que je vous explique le concept, d'abord c'est Greg et moi, on s'est rencontrés, et lui qui était généticien et moi qui étais psychologue, on avait envie de faire quelque chose en commun, mais on ne savait pas trop quoi, et on s'est dit qu'est-ce qu'il y aurait comme thème qui pourrait rejoindre nos deux branches, et c'est ainsi qu'on est arrivé sur le thème de la génétique et du QI. Le reste a été assez facile puisqu'on a retrouvé nos différents intervenants. Et d'ailleurs, Grégoire, je crois que tu as une introduction à nous faire. Ouais. C'est bon là, il y a des gens connectés et tout, c'est bon? Oui, il y a des gens. Désolé, pas l'habitude. Ok. Ben ouais, on va se lancer directement dans le sujet, puis après on verra ce qu'on peut faire comme débat entre tous les spécialistes qui sont là. Donc la langue française, elle regorge d'expressions fleuries en fait, et de superlatifs en tout genre pour qualifier l'intelligence ou la stupidité, disons, de notre entourage. Et on peut même se traiter de con en toute amicalité. Hein. Le concept d'intelligence, en fait, c'est quelque chose que tout le monde saisit, mais pourtant, quand on s'y penche d'un peu plus près, on a du mal à clairement définir le concept. Du coup, une définition floue, ça permet de dire un peu tout ce qu'on veut. Puis quand il s'agit d'intelligence, de QI et puis de génétique, tout le monde a son avis. Et sauf qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Ben oui. Et qui sait à quoi ça ressemble un vrai test de QI? Pas les trucs qu'on trouve sur Internet ou dans Legal M6. Hein. Un vrai test de psychologue, quoi. Et puis, est-ce qu'on peut améliorer ces performances, ces tests? Et est-ce qu'on a des limites génétiques, genre plafond de verre qu'on pourrait pas dépasser? Et puis le rôle de l'éducation là-dedans, c'est tout un tas de questions qui font appel en fait à différents champs disciplinaires en recherche. Et du coup, aujourd'hui, on va parler psychologie, neurosciences, et puis bien sûr génétique, avec nos trois invités pour essayer de comprendre l'état actuel des connaissances scientifiques concernant l'intelligence en général et puis le QI en particulier. Parce que c'est peut-être l'un des aspects de l'intelligence qui a été le plus documenté, avec le plus de données et d'études aussi. Et puis, bizarrement, c'est peut-être le plus mal compris. Donc, du coup, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour voir un petit peu, qui c'est qu'on a là. Donc, on a Eric. Bonjour, Eric, qui est enseignant-chercheur en éthologie et en psychologie du développement à l'université de Portsmouth, au Royaume-Uni, et qui tient le blog sciencepourparents.fr, qui s'intéresse aux questions de santé et d'éducation en lien avec la parentalité. On a Vivien aussi, qui est enseignant-chercheur en neurosciences cognitives et en psychologie expérimentale à l'université d'Omaha, au Nebraska, aux États-Unis, et qui anime la chaîne YouTube Neurocurieux, qui parle de tout ce qui se passe dans le cerveau, en fait. On a Xavier aussi, qui est médecin généticien au CHU de Poitiers et qui travaille notamment avec des patients qui présentent des anomalies génétiques et qui anime la chaîne YouTube Gènes et Éthique, et qui parle de maladies rares et de l'application de la génétique en médecine. Laure, donc, qui s'est déjà présentée, qui est étudiante en psycho et qui anime la chaîne YouTube Neurovision. Et puis moi-même qui suis Greg, donc chercheur en génétique des plantes dans une entreprise privée qui s'appelle Corteva et qui anime la chaîne YouTube Sans Gènes, qui parle des origines, notamment génétiques, de nos comportements. Voilà, je pense avoir fait le tour, si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Sinon, ça. Est-ce que vous êtes content de vos présentations? Ça ira. Pour cette fois. Super. Mais du coup, autant rentrer directement dans le sujet. Enfin, je pose des questions directement à des gens, mais chacun est libre de réagir. Je me disais qu'on pourrait commencer avec Eric, qui est un peu notre représentant psychologue, et qui pourrait nous donner peut-être une définition de l'intelligence en psychologie au moins, parce qu'on l'a vu, c'est pas forcément hyper clairement défini, en tout cas dans ma tête, qu'est-ce que c'est l'intelligence. Donc en psychologie, est-ce qu'il y a une définition précise de ça? Alors en psychologie, il n'y a pas vraiment de consensus. Hein, c'est un terme. Ça commence bien. Ouais, c'est un terme qui est très très connoté. Hein. C'est bien d'être intelligent, mais voilà, c'est très très mal défini. Alors il y a des études qui s'intéressent à la définition d'intelligence. Donc par exemple, si tu demandes à des étudiants, on va avoir des étudiants qui vont dire être intelligent, c'est
savoir résoudre des problèmes, ou il y en a d'autres qui vont dire non, c'est plus quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une bonne rhétorique, des bonnes capacités verbales, ou qui est bon, qui vont insister sur les compétences sociales. Il y a des études qui s'intéressent à la définition d'intelligence d'un point de vue interculturel, tu vois. Donc, si tu demandes à des occidentaux, ils vont te dire, bah, l'intelligence, c'est plutôt des gens capables d'atteindre leurs objectifs, de résoudre leurs problèmes. Mais quand on pose la question dans des pays qui ont des cultures, dans des cultures africaines ou orientales, ces cultures-là vont mettre davantage l'accent sur la capacité à coopérer, quoi. Des gens intelligents, c'est des gens qui savent coopérer, qui savent servir leur communauté ou respecter les anciens, ce genre de choses. Même des études qui s'intéressent à l'intelligence, mais d'un point de vue des disciplines. Donc, si tu demandes à des matheux, à des physiciens, des historiens, qu'est-ce que c'est être intelligent, tu vas avoir aussi des réponses différentes. Tu vois, si tu demandes à des scientifiques, quelqu'un d'intelligent, ça va être Einstein. Si tu demandes à un artiste, ils vont te dire quelqu'un d'intelligent, ça va être un génie, ça va être Banksy, par exemple. On voit bien qu'entre Banksy et Einstein, c'est des compétences totalement différentes qui vont être mises à l'œuvre. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus. Du coup, les psychologues, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont davantage s'intéresser à des capacités qu'on relie généralement à l'intelligence, mais qui sont beaucoup mieux définies, comme le langage, la mémoire, les capacités d'inhibition, les capacités de raisonnement logique, les capacités d'empathie, ce genre de choses, quoi. On va être beaucoup, beaucoup plus spécifique. Tout ça, c'est un peu des trucs qu'il y a dans le quotient intellectuel, non? Peut-être tu pourrais. Comment ça s'inscrit le QI dans l'intelligence? Le mot a été prononcé, désormais on parle du QI. Alors, donc ça fait partie du QI. Donc, bon, historiquement, il faut voir le QI à quoi ça servait. Enfin, donc c'est un Français, Binet, qui crée le test au début du XXe siècle. C'était pour identifier. En fait, c'était au début de la scolarité, comme ça, elle est gratuite pour tous. Les écoles se sont trouvées surchargées, en fait. Et Binet, ce qu'il voulait savoir, c'était si on pouvait être capable d'identifier les enfants qui galéraient qui avaient de mauvaises notes parce qu'ils étaient paresseux, ou les enfants qui avaient de mauvaises notes parce qu'ils n'étaient pas adaptés au système scolaire. Et donc, on pourrait proposer un autre système à ces enfants, quoi. Donc, c'était pour aider, en fait, séparer les enfants paresseux des enfants qui avaient vraiment des problèmes pour pouvoir les aider. Donc, forcément, le test, il est plutôt en lien avec des capacités, des compétences scolaires. Donc, il va tester des capacités verbales, des capacités de raisonnement, de mémoire, de résolution de problèmes, ce genre de choses. Il y a un psychologue un peu plus tard, Sperman, qui s'est aperçu qu'il y avait une assez bonne corrélation entre ces différentes mesures, c'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui est bon verbalement, qui a un bon raisonnement, il a aussi une bonne mémoire, il est capable de résoudre des problèmes, etc. Donc, il a vu que toutes ces variables sont plutôt corrélées. Donc, il a proposé le nom d'un facteur d'intelligence générale qu'il appelle le facteur G, qui pourrait représenter la performance générale au test de QI. Bon, bien sûr, ça a été critiqué parce que pour deux raisons, en fait. La première, c'est que la corrélation, elle n'est pas parfaite entre toutes ces mesures. Il y a des gens qui vont avoir une excellente mémoire, mais être pas très bon au raisonnement logique, inversement. Et puis, un autre problème, c'est que il y a d'autres types, comme c'est que des intelligences en lien avec le monde scolaire, ça laisse de côté plein d'autres types d'intelligence, qui a motivé un autre chercheur très célèbre qui s'appelle Gardner, qui propose sa théorie des intelligences multiples et qui propose de s'intéresser à d'autres domaines comme l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Et bon, donc pour ça, il y a d'autres tests qui existent, en fait. On peut avoir des tests d'intelligence sociale, par exemple, avec un quotient social, pas un quotient intellectuel, qui existe pour tester ces autres domaines d'intelligence. Mais ouais, le QI, ça traite, c'est ça, des domaines. Du coup, excuse-moi, si je comprends bien, le QI, donc ça teste un ensemble de compétences qui sont plutôt scolaires, mais qui sont quand même variées. Genre, tu parlais de mémoire ou de langage il y a différentes choses qui sont corrélées, mais pas forcément parfaitement corrélées. Donc, c'est déjà un ensemble de tests, en fait, le test de QI. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, les intelligences multiples, ce serait un ensemble de tests du même niveau que le test de QI, donc déjà qui serait déjà des métatests. Ouais. Et c'est l'ensemble de tout ça. Juste intervenir sur ce que je sais de la théorie de Gardner. Je crois qu'il ne faut pas non plus l'avoir comme... faut pas l'avoir comme vraiment une alternative au QI. Je crois que c'est une théorie qui maintenant va un
petit peu pris la poussière quand même. Et voilà, Gardner a proposé cette histoire d'intelligence multiple. Mais aujourd'hui, on parle plus trop de ça. On a un peu ce modèle justement de Kettle-Horn, si vous voulez vraiment le nom, d'intelligence sur lequel les tests de QI se basent. Et bon, probablement que tu t'y connais mieux que moi, Eric, mais il y a des modèles alternatifs, mais je ne crois pas qu'il faut les voir comme tout un ensemble de choses qui ont la même valeur, justement. Disons, ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, quand on rencontre ces tests dans la littérature scientifique, en général, ça va dépendre vraiment de la question qui est posée par le chercheur. Donc, le chercheur, il va poser sa question, puis même la définition qu'il va utiliser pour définir. Bon, la mémoire, c'est pareil. On dit la mémoire, il y a plein de sous-types de mémoire. Le raisonnement logique, plein de sous-types de raisonnement logique. Si on parle de compétences sociales, tu as toute sont très, très variées aussi. Donc, en fait, le chercheur va utiliser le test qui va permettre de répondre à la question. Et pareil pour le concept qu'il veut utiliser, s'il veut s'intéresser à l'empathie, par exemple, à la mémoire ou au raisonnement, il va devoir le définir aussi. Donc, parce que même si ces concepts-là sont mieux définis que le QI, il reste aussi controversé. Il y a plein de définitions différentes qui vont s'appliquer dans certains contextes et pas dans d'autres. Si on parle de raisonnement, mais si on s'intéresse au bébé de 6 mois ou si on s'intéresse à l'adulte, c'est pas exactement les mêmes choses qui vont être. D'ailleurs, Eric, j'ai une question. Est-ce que, du coup, le test de QI, on parle souvent des scores, on parle souvent de, voilà, j'ai 2 de QI ou j'ai 160 de QI, mais est-ce que le score, s'adapte, est normalisé en fonction de l'âge? Est-ce que c'est quelque chose qui est absolu et donc les enfants ont des scores de QI plus faibles en général parce que il y a l'apprentissage qui joue? Comment ça se passe de manière générale, tu sais? Oui, le score, donc en fait, ton score de QI, le score final, en fait, ça te dit rien vraiment de ta performance, c'est ta performance par rapport à celle de ton groupe d'âge. C'est ça, d'accord. Donc, en fait, donc le score final est comparé à la moyenne de la population et c'est ça le QI, en fait. Avec une moyenne qui est calibrée à 100. Donc, si tu as au-dessus de 100, tu as un QI supérieur à la moyenne pour ton âge, pour ton groupe d'âge. Ouais. Et si c'est inférieur à 100, c'est inférieur à la moyenne. Du coup, ça veut rien dire. En fait, on peut pas dire que ton QI va augmenter dans ta vie. Enfin, tu vois, si tu bosses, je sais pas quoi spécialement ton QI, tu peux pas vraiment dire que il va augmenter parce qu'en fait, quand tu as 15 ans, on va le comparer avec les autres de 15 ans et quand on aura 25, on va comparer avec les autres de 25. En fait, ça se trouve. C'est vrai que c'est une super bonne question de se demander est-ce que le QI augmente au fil du temps? Du coup, je comprends que c'est ce qui peut augmenter, c'est ton classement dans ton groupe d'âge, c'est ça? Donc, tu deviens plus intelligent par rapport aux autres du même âge que toi par rapport à il y a 10 ans. Mais la valeur elle-même absolue de ton QI, ça n'a pas de... Exactement. Ouais. Alors, le QI, le QI, c'est utilisé parce que c'est une mesure quand même qui est assez stable dans le temps. Donc, ça, en général, ton QI enfant, il corrèle assez bien avec ton QI à l'âge adulte. Maintenant, comme tu dis, le score final, il dépend de la population. Donc, on peut imaginer que ta performance, elle ne change pas. On peut imaginer aussi que la performance de la population, elle change. Par exemple, peut-être les futurs donc c'est surtout chez les enfants où on compare au groupe d'âge spécifique. Donc, les 5 ans, ils sont comparés avec les 5 ans, les 6 ans avec les 6 ans. Mais les adultes, en général, ils sont comparés aux adultes. Ce n'est pas les adultes de 34 ans comparés avec c'est pas ça. Donc, on peut imaginer maintenant, je sais pas, tous les jeunes, par exemple, aujourd'hui, ils regardent Twitch et la chaîne de l'or. Donc, tu vois, les futurs adultes, ils vont être super balèzes, ils vont être vraiment performants. Donc, peut-être que moi, ma performance ne va pas changer d'ici 10 ans, mais mon QI va dégringoler parce que, tu vois, les adultes, les nouveaux adultes, ils sont devenus super forts. Ils vont être super balèzes, ouais. Ou à l'inverse, si la population dégringole, ton QI peut décoller, en fait, et tu peux être surdoué. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de connaître une... D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que tu avais fait, Laure, sur le coup de la perte de points de QI avec les générations.
On aurait perdu, je ne sais pas combien de points de QI. C'était non, d'abord il y avait Stephen Flynn, parce que du nom du chercheur, qui observait que le QI augmentait au fil du temps. Et puis ensuite, s'il y aurait eu un plateau, puis voir une dégringolade. Mais bon, je vous spoil la vidéo, mais le point de la vidéo, c'est justement de dire que tu peux pas comparer. C'est comme tu disais, justement, tu peux pas comparer des scores de QI comme ça, parce que c'est normé, parce que c'est à chaque fois remis sur une population. Relatif. Voilà. Et justement, est-ce que tu vas prendre un enfant, est-ce que tu peux comparer le QI d'un enfant de 6 ans avec le QI d'un enfant de 15 ans? Sachant que, alors c'est 8-16 ans, les tests. Du coup, c'est le même test que tu vas faire passer à un enfant de 8 ans qu'à un enfant de 16 ans. Mais justement, les résultats, enfin, ton adaptation ne sera pas la même. Après, ouais, il y a en fait, c'est assez fascinant, quoi, tout, ces histoires de QI, parce qu'en fait, il y a aussi plein d'autres facteurs, en fait, qui vont jouer, il y a plein d'effets de contexte qui peuvent jouer aussi sur ta performance. Donc, ta performance au QI, elle peut aussi changer au cours en fonction de ta journée, tu vois, ou en fonction du contexte dans lequel c'est présenté. Donc, si tu fais le test seul ou s'il y a des gens qui te regardent, ces gens, ils te mettent en confiance ou s'ils te stressent. Par exemple, chez les enfants, en général, c'est fait avec des adultes, tu vois, qui vont guider un peu l'enfant, alors que chez les adultes, parfois, le test est fait seul. Mais c'est pas biaisé si tu refais le test, parce que tu t'entraînes pas. Il y a quand on teste des enfants qui sont déficients, on attend un certain temps avant de refaire un test de QI parce qu'il y a une augmentation de la performance si on répète successivement les tests. Et Vous attendez combien de temps alors du coup? C'est au moins 1 an entre 2 évaluations. Et 1 an, il y a beaucoup de neuropsychologues qui considèrent que c'est très très limite 1 an. Ouais. Je crois que c'est pas. Je crois qu'on conseille. C'était quoi, 5 ans? Il y a des conseils comme ça. Et aussi, comme ils refont les tests régulièrement, ils refont les tests tous les 10 ans. Le problème, c'est que si tu fais ton test à 20 ans et que tu le fais à 30 ans, tu risques de ne pas te retrouver avec le même test que tu avais fait avant. Et du coup, encore une fois, on a ses performances pas. Alors, je vais juste vous interrompre parce que j'ai une question de Lightningour qui nous dit « Salut, j'avais vu une carte il y a quelques années qui montrait des différences de QI au niveau géographique, avec un QI qui avait l'air proportionnel au développement du pays. Je voulais savoir s'il y avait un lien avec la façon de créer les tests de QI. Enfin, déjà, si cette carte est correcte. » Qui se sent de prendre cette question, on relance. Parce que cette carte de QI, cette carte elle est assez célèbre. Intuitivement, je dirais que si effectivement la carte est avérée, ce que je ne sais pas, mais si c'est avéré, c'est possible que ce soit vrai dans le sens où si les mesures, les normes incluent tous les pays, et ben dans des pays plus développés, on aura accès plus facilement peut-être à l'éducation. Et je crois qu'il y a des études qui montrent que des enfants qui ont une éducation, enfin le lien entre éducation et génétique, justement, il est intéressant là, c'est que des enfants qui ont un bas QI et qui se retrouvent dans un milieu plus favorisé où ils auront accès à l'éducation vont avoir des QI qui sont plus probables d'augmenter comparé à des enfants qui vont rester dans des milieux plus défavorisés, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors on sait que la nutrition va affecter le QI. On sait que l'école va affecter le QI. D'ailleurs, si tu testes des enfants pendant les vacances scolaires, ils perdent 5 points de QI en général. Et le QI augmente très très doucement chez les enfants qui vont pas à l'école. Donc, tu as des choses comme ça. Après, je ne sais pas la carte à laquelle la personne fait mention, mais il y a des études même publiées très récemment. L'année dernière, il y avait toute une étude qui était publiée par de la pseudoscience, quoi, par des suprémacistes blancs. Qui sont publiés régulièrement, qui sont assez folles, quoi, et qui sont régulièrement débunkées. Donc, il y en a une, je crois que c'était Clark l'année dernière, et qui a été débunkée par un autre chercheur, je crois, c'est Ebesen quelque chose. Je sais plus. En tout cas, il montrait que les données que les gens avaient utilisées pour faire ces comparaisons de QI entre différentes cultures, en fait, ils avaient enregistré le QI
chez des camps de réfugiés, tu vois, chez des camps de réfugiés nigériens, il va tester ça. Ils vont dire, bah voilà, ça c'est le camp représentatif du Nigeria. Vous avez testé 5 enfants quelque part, et vous avez dit, voilà, ça c'est le camp, c'est représentatif de tel pays. En fait, ils avaient créé des. J'avais vu une vidéo c'est Adrien Fillon, je crois qu'on a failli inviter, mais qui pouvait pas venir aujourd'hui, qui avait fait tout un débunkage comme ça sur cet article-là, qui voulait montrer que le QI dans les pays d'Afrique était globalement inférieur aux pays blancs. Et voilà, c'est ça. Déjà, ils agrégeaient plusieurs pays d'Afrique ensemble parce qu'ils n'avaient pas assez de données. Et comme on a dit, tout est relatif. Donc, la population que tu choisis, si elle vient d'enfants malnutris ou voilà, suivant la classe sociale, je pense que tu vas choisir, tu vas obtenir des choses, vu que le résultat est relatif complètement différent. Et comme tu as dit aussi au début, il y a des cultures qui vont mieux performer au QI que d'autres, simplement parce que c'est quelque chose qu'on fait en Europe, une manière de penser peut-être plus occidentale. Et bon, c'est très vite que passe le glissement il y a un QI qui est plus faible globalement en Afrique, donc ils sont moins intelligents et donc même d'ailleurs, si on peut glisser un peu de génétique pour dire que tout ça c'est naturel parce qu'ils sont simplement moins dotés génétiquement, là tout de suite on a un bon petit cocktail. Si je peux peut-être avoir une réponse aussi un peu différente, je voulais aussi rappeler que les tests de QI, donc pour les appeler par leur nom, c'est le WISC pour les enfants et la VICE pour les adultes, sont standardisés par rapport à une population. Chaque population va créer son test et va le standardiser par rapport à sa population. D'ailleurs, même pour la blague, comme vous le savez, comme beaucoup de personnes le savent, moi je viens de Suisse. Et en Suisse, en Suisse romande, la partie on parle français, on a justement des soucis par rapport à ça, car on utilise la version française de la VICE et de la WISC. Et du coup, on utilise un test en Suisse qui a été standardisé sur une population française. Et c'est des gros débats de se demander si c'est quand même valable et c'est quand même applicable à nous. Du coup, je pense que c'est des chiffres. Comparer les QI comme ça, c'est de prendre à beaucoup de pincettes, car on ne compare pas les mêmes choses. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé combien était la moyenne de QI. Et Vision a répondu 100. C'est un peu la réponse de chercheur. Et moi, j'ai eu la réponse de clinicienne de dire entre 800 et 120, entre 80 et 120. Du coup, alors peut-être que, du coup, ça fait un moment qu'on parle de QI, peut-être qu'on peut avancer sur l'aspect un peu plus génétique, parce que je vois que Xavier n'a pas encore beaucoup pris la parole. Oh. C'est pas grave. Hein. Allez hop. Vivien non plus. Et, alors, Grégoire, est-ce que tu peux enchaîner sur la prochaine question? Ouais. En fait, je trouvais que Eric avait commencé par parler des tests de QI pour trouver si c'était des enfants feignants ou des enfants non adaptés, un truc comme ça. Et vu que Xavier, tu travailles principalement justement sur le diagnostic des problèmes, au lieu de se concentrer sur le QI d'un point de vue performance, voilà, en fait, comment on sert du QI, comment toi tu t'en sers? Est-ce que c'est un truc pour diagnostiquer des soucis ou pour évaluer les performances? Alors souvent, donc je travaille dans des maladies, des anomalies du développement, des origines génétiques avec des retards psychomoteurs chez des enfants la plupart du temps. On fait aussi le diagnostic chez les adultes, mais c'est des adultes du coup qu'on voit un peu tardivement. Et en fait, le retard de développement, on le voit apparaître assez tôt, un retard de l'acquisition de la marge, du langage, des choses comme ça. Et le QI, on peut pas l'utiliser tout de suite, mais il va avoir une importance pour déjà pour essayer d'évaluer les capacités de cet enfant. On va se retrouver avec des enfants qui ont souvent des QI très hétérogènes par rapport. Comme on le disait, ce test, c'est pas un test, c'est un métatest. Il y a plein de tests à l'intérieur, et l'enfant, il est rarement homogène quand il a une déficience intellectuelle génétique. Il a souvent des endroits où il performe un peu plus que d'autres, surtout quand il y a un retard d'acquisition du langage, où clairement ses habilités dans le langage sont très diminuées. Et en fait, l'utilisation du QI, ça va nous permettre d'essayer de mettre
mettre en place chez ces enfants des stratégies d'adaptation dans l'enseignement, dans la prise en charge à l'école pour les aider à avancer, à grandir, mettre des choses en place. Parce que ces enfants-là, si on les laisse de côté, effectivement, ils vont jamais se développer. En fait, c'est vrai pour tous les enfants. Hein. Si vous mettez un enfant sur le côté et que vous en occupez pas, il va pas se développer. Mais là, c'est encore plus vrai chez ces enfants-là qui ont de base dans leur patrimoine génétique quelque chose qui va empêcher le développement ou la connexion neuronale correctement. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Et sur le plan scientifique, on a tendance aussi à regarder le test de QI, à récupérer la performance de l'enfant standardisé à sa classe d'âge pour classer les différentes déficiences et dire est-ce que c'est une déficience sévère, modérée ou légère. Donc ça, c'est des paliers en fonction de la performance au test de QI. Donc inférieur à 70, il y a une déficience intellectuelle et après on peut les classer entre profonde, sévère, modérée à légère. Et ça permet de se faire une idée de la gravité neurodéveloppementale de la maladie de manière générale. Alors il n'y a pas de vérité en médecine. Hein. Il y a des enfants qui, malgré qu'ils sont un syndrome avec de la déficience intellectuelle, vont quand même avoir un QI qui est dans la moyenne, et d'autres qui, avec la même anomalie génétique, un autre environnement social, un autre environnement culturel, vont avoir des grosses difficultés d'apprentissage, etc. Donc effectivement, l'intelligence, moi je la vois plutôt dans l'autre sens. Hein. Pour moi, c'est une globalité. C'est aussi bien quelqu'un qui a des difficultés que quelqu'un qui performe en mathématiques et en abstraction. Mais moi, je vois surtout l'autre côté. Je vois la génétique de l'intelligence performance. Ça, je la connais très peu parce que c'est pas des patients, en fait, il n'y a pas énormément de plaintes là-dessus. Alors que l'autre côté, c'est la vision que je vois. Et il faut juste se souvenir que la déficience intellectuelle, c'est théoriquement 2,5% de la population, vu que le test de QI, c'est une courbe, c'est une gaussienne, et on regarde l'une des extrémités de la courbe. Donc, c'est un gros boulot aussi. Alors, je suis super intéressé là, parce que je suis moi-même généticien, donc voilà, mais pas médecin, si tu veux. Donc moi, en général, j'imagine une population de gens avec des QI plus ou moins, voilà, et suivant l'environnement que tu vas leur donner, tu vas déplacer cette population vers la droite ou vers la gauche. Mais je suis complètement incapable de dire pour une personne donnée dans ma population, qu'est-ce qui va lui arriver, comment c'est la vie. Enfin, voilà, j'ai une vision de la génétique qui marche par population. Mais toi, du coup, c'est par personne. Et dans ce que tu as dit, il y a un truc qui m'a attrapé un petit peu sur les gens qui avaient des déficiences intellectuelles. Je sais pas comment tu. Ouais, si, c'est ça, une déficience. Ouais. Suivant l'aide qu'on va leur apporter et leur environnement, ils vont soit pas réussir à tellement compenser ça, soit avoir un QI qui est tout à fait normal dans la moyenne. Ça veut dire que il y a quand même une limite. On peut pas trop espérer à partir du moment où on a une anomalie génétique quelque part. On va plafonner à un moment. Il y a probablement le fameux plafond de verre quand on part pas avec le même bagage génétique, quand il y a des gros problèmes sur le plan, des gros problèmes. C'est souvent un gros problème. En tout cas, moi je vois de la maladie mendélienne monogénique, donc maladie génétique, un gène, une maladie, pénétrance complète, c'est-à-dire que quand on a cette anomalie dans le gène, on a la maladie. Souvent, il y a une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire qu'on sait que ces enfants-là vont avoir des difficultés et qui vont probablement pas avoir leur bac, qui vont avoir des difficultés pour apprendre à lire, à écrire, voire qui ne vont pas apprendre à lire, à écrire, et qu'il y aura une limite. Alors, exemple ultra récent, cet après-midi, j'ai rendu un diagnostic d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Coffin-Siris. Bon, peu importe le nom, il y a une déficience intellectuelle dedans, et en fait, dans ce syndrome, il y a plein de patients, et en fait, quand on regarde, ces patients, ils se répartissent comme une gaussienne autour, alors quand c'est une mutation dans un gène particulier, un RIDAB, ils se répartissent autour de 67 de QI. Donc, il y a une déficience légère, mais ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas de déficience au test de QI. Voilà. Ils vont avoir un retard de langage, ils vont avoir, en fait, ces enfants qui ont le calcul du QI, c'est chez les enfants, et c'est souvent impossible, et c'est souvent des choses qui sont un peu bizarres parce que leurs résultats sont hyper hétérogènes, et normalement un neuropsychologue, il vous rend pas le test avec un résultat où il dit il y a tant de QI, il vous dit le résultat est hétérogène, on ne calculera pas le QI chez cet enfant. Voilà.
Mais du coup, ces enfants-là, ils se répartissent aussi sur une gaussienne, mais ils sont tous décalés vers la déficience intellectuelle. Et du coup, en fait, quand je parle aux parents, je leur dis que j'ai pas de boule de cristal, je vais pas savoir ce que va devenir leur enfant dans 10 ans, dans 15 ans, mais je sais qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va falloir mettre des choses en place, et que si on les met pas en place, là, par contre, il va y avoir des problèmes pour cet enfant beaucoup plus importants que si on avait si on les avait accompagnés, si on avait mis en place de l'orthophonisme, de la psychomotricité, une aide à l'école, de scolariser l'enfant. Ben, vraiment, il y a des petites choses comme ça, mais c'est des enfants qui méritent d'être scolarisés en milieu normal avec une aide pour se sociabiliser et apprendre des autres enfants, parce qu'on apprend plein de choses aussi avec les autres enfants. C'est vrai que quand le QI dans la société, il y a ce côté un peu... on parle beaucoup des extrêmes, des gens qui ont un très haut QI, les plus de 130, les HP, il y a un côté un peu sexy à avoir un haut QI. Alors que je pense que... Il y a même des associations de gens avec de haut QI, effectivement, dont finalement ça peut aussi être une bonne discussion à quel point c'est valable, ces associations. Les tests, la VICE et la WISC dont je vous parlais, c'est pas ça du tout. Le but n'est pas du tout de repérer des surdoués. Au contraire, c'est plutôt de faire des bilans et de voir avec une personne quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Finalement, l'intelligence, justement, Eric en parlait avant, c'est un ensemble de choses et voir qu'est-ce qui est préservé, quelles sont les forces de la personne et comment est-ce qu'on pourrait travailler sur les faiblesses avec l'aide des forces. Je rebondis peut-être aussi avec une question du chat qui disait si mes parents sont intelligents, est-ce que ça veut dire que je vais être intelligent ? Qui se lance. C'est un peu le même principe que la taille, en fait. C'est alors, est-ce qu'on parle vraiment des études d'héritabilité ? Moi, j'aime bien ça, mais ouais. comme tu veux. Donc donc l'héritabilité, c'est pas l'hérédité, c'est un autre concept. C'est l'étude de la transmission d'un caractère chez des personnes. Il y a plein de manières de faire ça. Et globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que des parents qui sont grands vont avoir des enfants qui sont grands, des parents qui ont une grosse tête vont avoir des enfants qui ont des grosses têtes, et des parents qui sont intelligents ont plus de chances d'avoir des enfants qui ont le même niveau d'intelligence. Alors, oui. L'intelligence, c'est comme l'accélération. En physique, l'accélération, c'est à la fois aller plus vite et aller moins vite. L'intelligence, c'est un peu les deux. Donc, on va dire que les gens qui ont des grandes performances intellectuelles ont plus de chances d'avoir des grandes performances intellectuelles. Qu'il y a une part génétique, a priori, c'est vrai, mais qu'il faut pas oublier que a priori, il y a quand même une part éducationnelle, une part culturelle, l'accès à l'école qui joue aussi dans tout ça. Ouais, alors, pour mettre mon petit grain de sel sur l'héritabilité aussi, sur 2 parents, en fait, qui font des enfants, en moyenne, s'ils faisaient 150 enfants, ce qu'on a l'occasion de voir quand on travaille avec des plantes, mais pas trop avec des humains, s'ils faisaient 150 enfants, il y en aurait des avec des faibles QI et des avec des forts QI. Mais en moyenne, on aurait quelque chose un peu intermédiaire entre les 2 parents. Donc, quand les 2 parents sont déjà avec des forts QI, en moyenne, parmi tous les enfants qu'ils pourront faire, il y aura un truc un peu intermédiaire. Sauf que bon, l'espèce humaine fait que 1, 2, 3, 4 enfants et petits chanceux en feront plus. Mais voilà. Et du coup, là-dedans, tu vas observer. Enfin, c'est très difficile de se rendre compte d'une moyenne quand tu n'as qu'un seul individu, quoi. Donc, en fait, statistiquement, il y a plus de chances d'être autour de la moyenne et moins de chances de s'écarter de la moyenne. Mais c'est quand même possible de faire des faibles QI avec des parents intelligents. Il y a même, alors, c'est même, QI. Alors, il y a même mieux que ça. Pour la taille, en tout cas, c'est l'un des travaux de Galton sur la régression à la moyenne. Il a montré que des parents qui étaient grands, et donc ça doit être à peu près la même chose pour le QI, je sais pas l'étude pour le QI, mais des parents qui sont très grands vont avoir statistiquement des enfants plus petits qu'eux. Parce que c'est très probablement leur grande taille est probablement liée au hasard. Ils sont très décalés dans la courbe et ils vont avoir des enfants légèrement plus petits qu'eux en statistiquement. Donc être très intelligent, c'est pas l'assurance d'avoir des enfants aussi très intelligents. J'avais lu un truc comme ça, Xavier, qui disait c'est ça que 2 parents très grands, leurs enfants ont plus de chances d'être plus petits que leurs parents.
C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. C'est ça, tout à fait. Un petit peu sur. Et c'est pour ça que ça s'appelle la régression à la moyenne, hein, parce que pour Galton, c'était une régression, parce que pour lui, la grande taille, c'était quelque chose d'important. À l'époque, au 19e siècle, il y avait des choses comme ça où on aimait bien mettre son grain de sel et ses opinions dans ses recherches. Je voulais juste, il y a Mr. God 42 qui nous dit qu'il faudrait faire 1000 enfants par couple pour pouvoir avoir des bons résultats. Tu parlais de régression à la moyenne et je suis pas sûre que tous les spectateurs savent vraiment de ce que c'est. Est-ce que tu as juste à nous expliquer en 3 mots? Alors, régression à la moyenne, c'est quand dans une étude... Alors, chaud. Non, très très vite fait pour les personnes c'est quand on essaye d'observer un phénomène extrême et qu'on observe statistiquement, comment dire ça? On a un phénomène qu'on connaît, pour lequel on a une moyenne, et on regarde dans ce phénomène des particularités aux extrémités de ce phénomène-là, et on s'aperçoit que quand on fait des études statistiques sur ces épiphénomènes extrêmes, on revient. Ouais, c'est toujours pas clair. Je vois pas comment je peux l'expliquer clairement. Vas-y. En gros, plus tu as par exemple, tu as ta moyenne. Et tu auras une population qui sera au-dessus, en dessous de sa moyenne. Et il y a un effet qui a été observé en statistique, notamment à cause des erreurs de mesure, qui est que plus tu vas mesurer, plus tu vas faire des mesures, et plus on va se rapprocher, plus tes résultats vont se rapprocher d'une moyenne. Et justement, dans la recherche scientifique, il y a beaucoup de mesures à prendre. Et ça, justement, c'est un truc qu'il faut... On dit beaucoup en recherche, il faut éviter de répliquer ces résultats, il faut éviter de faire répéter ces mesures trop de fois, car on a cet effet justement qui se remet à la moyenne, et tu peux fausser tes résultats. Ouais, ça me va. Merci. Sauvé. Pour répondre à la question des 1000 enfants, enfin c'est pas une question, on remarque des 1000 enfants par couple. On a tendance à dire qu'en statistique, l'infini commence à partir de 30. Donc, je pense que si on faisait 30 enfants par couple, on pourrait déjà avoir, et qu'on avait au moins 30 couples, je pense que ce serait déjà une bonne quantité de données. Cela dit, 30 enfants par couple, c'est un travail d'une vie, hein. On a les drosophiles pour ça, non? Ou les plantes, c'est super, mais le QI, c'est, ouais. Et donc, ouais, juste pour continuer, pour parler un petit peu des plantes, parce que de ces histoires de transmission entre générations. Merde, je voulais dire un truc sur les plantes. Merde, c'était parti. Sur le fait, oui, c'est ça, que vos deux parents qui sont grands vont donner des enfants plus petits ou quoi. En fait, ça va dépendre un petit peu de la composition génomique. Ça sonne super mal quand je dis ça, hein, c'est les humains, mais de la manière dont ils sont composés génétiquement, on va dire. Mais quand on manipule plein de plantes où on a plein de croisements et les tendances sont hyper nettes en fait. Hein. Globalement, les plantes qui ont certaines caractéristiques donnent en moyenne des enfants qui ont certaines caractéristiques. C'est vraiment ce que je disais au début à Xavier, que moi je travaille avec des populations et c'est net. Mais dès qu'on s'intéresse à un couple, à un enfant, à une particularité génétique de quelqu'un, moi, je suis incapable de diagnostiquer quoi que ce soit, quoi. Mais je peux dire que, par contre, si on en prend 30 enfants avec 30 couples, ça ira à peu près dans cette direction-là. Voilà. Donc voilà. Il y a la connaissance de la science, en fait, mais après, le cas individuel, c'est vraiment une histoire de médecine et de psychologie, quoi. Très bien. J'avais une question sur l'héritabilité. Est-ce qu'on peut poser des questions aussi ou... Vas-y. Ouais. Mais tu lèves la main d'abord et tu attends ton tour. Non, en fait, il y a des données qui montrent pour le QI que les influences génétiques, elles sont surtout présentes chez les familles aisées, mais assez peu chez les familles pauvres, pour lesquelles les variations en fait de QI, elles vont surtout s'expliquer par les conditions de vie, en fait. Alors que chez les familles aisées, l'enfant, il est au top au niveau... tous les enfants sont tous au top au niveau nutrition, soins,
stimulation optimale et que les seules différences que tu vois, elles s'expliquent par la génétique. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que tu vois, un score élevé en héritabilité, ça ne veut pas forcément dire que le trait il est génétique, forcément, ça peut vouloir dire que l'environnement est très homogène, tu vois. Est-ce que Ouais, Alors, ouais, carrément, c'est bien. ouais, c'est une hypothèse complètement. Alors la dernière étude d'héritabilité que j'ai lue, c'est il y a 2 ans parce que en fait j'aime pas du tout ces études-là. Mais et puis je suis pas généticien des populations, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça. Mais en effet, si on montre qu'il y a un gros phénomène génétique, ça veut dire que l'environnement est totalement contrôlé ou qu'il a aucun impact. Et inversement, si on montre qu'il n'y a pas de phénomène génétique, c'est soit l'environnement il a un énorme impact. Et donc ça, c'est vrai par exemple pour l'intoxication au plomb. L'intoxication au plomb, il y a 0 héritabilité. Et du coup, c'est toujours ce qui est mesuré comme comparaison, souvent dans les études. Et donc, c'est ce qu'on prend comme mesure de l'environnement quand il est à son paroxysme. Et donc voilà. Et donc la dernière étude que j'ai lue, c'était une étude américaine sur qui reprenait leurs données de la Sécu américaine. Alors je sais plus comment ça s'appelle la Sécu américaine, mais globalement ils avaient récupéré toutes les données et ils avaient énormément de données et du coup ils avaient aussi les données famille pour faire coller les individus et savoir comment ils s'intercalaient entre eux. Mais effectivement, c'est une hypothèse totalement. C'est l'une des limites des études d'héritabilité, c'est-à-dire à quel point on a contrôlé l'environnement et qu'on connaît l'environnement des personnes qu'on étudie. En fait, juste pour l'héritabilité, c'est un truc, c'est chiant comme truc. On voudrait que, tu vois, je te dise c'est 50% et puis voilà, c'est bon, voilà. Mais c'est toujours dans le contexte de mon étude, quoi. Donc, si je fais mon contexte dans les familles pauvres et puis après dans les familles plus aisées, je vais trouver des héritabilités différentes. Et quoi, ça veut dire que c'est génétique chez les riches et pas chez les pauvres. Enfin, ça n'a aucun sens, que c'est juste des environnements globaux qui sont pas comparables. C'est exactement pareil que comparer le QI des pauvres et des aisés. Ils sont juste, si c'est par rapport à une population aisée ou pauvre, ben, les résultats de QI seront différents. Donc, tout est relatif par rapport à la population que tu étudies. Donc, en fait, c'est difficile de conclure quoi que ce soit sur l'héritabilité et il y a même pas de valeur absolue de l'héritabilité. C'est juste une indication sur ce que tu as étudié, comment ça se comporte dans ce que tu as étudié. Mais voilà, à partir de là, tu changes l'environnement, tu peux faire disparaître des effets génétiques ou en faire apparaître. Donc, très délicat de comparer ça. En fait, on peut rien en conclure et pourtant, ça fait couler beaucoup d'encre et on en parle beaucoup. Mais non. Il y a Lightning Gore qui pose pas mal de questions intéressantes ce soir et qui nous demande, donc en fait la question corollaire c'est, est-ce qu'il existe un moyen de quantifier correctement les variances environnementales? Et puis du coup, je pense qu'on peut aussi résumer la question par comment on sait ce qui est la part du génétique et ce qui est de la part de l'environnemental, est-ce qu'il y a des méthodologies pour le mesurer? Et ça permettra même de faire une transition vers Vivien sur comment améliorer son QI. Est-ce qu'il y a des applications mobiles qui nous permettraient de faire... Super cette question. Je réponds vite fait à la part de génétique, d'environnement et tout ça. En fait, il y a bon, la part de génétique, tout le monde comprend ce que c'est, même si personne vraiment comprend ce que c'est, hein, parce que c'est juste la part de différence génétique entre individus et la part de différence de QI, donc à quel point l'un explique l'autre. C'est juste les différences entre individus, donc pas hyper clair, mais disons génétique, et puis un effet environnement. Et en fait, il y a plusieurs types d'environnement. La manière dont toi, tu vas réagir à ton environnement, donc c'est ce qu'on appelle l'interaction génotype-environnement, et l'environnement global qui va affecter tout le monde dans le même sens. Du style, donner de l'éducation aux gens, ça va améliorer leur capacité, globalement. Il y en a, ça va les affecter beaucoup, donc ça va vachement améliorer leur capacité, et d'autres, un peu. Peut-être même, s'il y en a qui n'ont pas de chance, ça va leur faire diminuer leur capacité parce qu'ils détestent l'école ou je sais pas quoi. Ça, c'est cette histoire de comment ça affecte chacun, ça, c'est de l'interaction génotype-environnement.
Et l'environnement global, c'est la nutrition. Voilà. Ça s'étudie très bien et ça se caractérise très bien. L'interaction génotype-environnement, et généralement c'est de ça qu'on parle quand on parle d'héritabilité et de génétique. On parle de la réaction des individus à leur environnement, qui est là un petit peu différent donc. Et ça, pour l'instant, on le divise en éducation et puis en le reste qui t'est arrivé un peu dans la vie. Mais c'est au moins dans ce type d'études, d'analyse, c'est pas du tout défini, quoi. C'est environnement en général. Si on veut vraiment rentrer dans qu'est-ce que c'est le détail de l'environnement et de l'interaction génotype-environnement, là, il faut faire des études spécialisées là-dessus. Et j'imagine que Vivien aurait des choses à dire là-dessus sur les facteurs qui vont t'aider à améliorer ton QI ou pas, d'ailleurs. Ouais. Plus spécifiquement, voilà. Il y a Hypnomachie qui nous demande s'il y a un lien entre nutrition et QI. Je suppose que oui. Mais, Ouais, il y a pas mal d'études qui montrent effectivement oui, un lien. Alors, c'est souvent des extrêmes, quoi. C'est des problèmes de malnutrition, ça va donner lieu à des problèmes de développement cérébral et du coup un faible QI. Si tu manges bio, je suis pas sûr que. Non, il y a quelques études avec tu sais, des oméga 3, par exemple, récemment, il y avait avec le lait maternel, il y a certains laits maternels qui contiennent du DHA, c'est un oméga 3 qui se trouve dans certains laits maternels et pas les autres. Il y a quelques études qui montrent que les bébés qui ont été nourris avec du DHA ont 2 ou 3 points de QI de plus. Alors, 2 ou 3 points de QI, ça veut rien dire. Ah, mais j'avais lu ça. Mais du coup, j'avais lu des trucs genre, c'est ouf. Avec le lait maternel. Ouais, le lait maternel est rapporté dans la performance. Il y a eu il y avait des projets de loi, je ne sais pas si elles sont passées, mais pour que tous les laits en poudre, artificiels, contiennent du DHA. À partir de ces études-là qui se jouent sur 2 ou 3 points de QI et qui pourraient s'expliquer par aussi d'autres facteurs confondants. Mais... Il y avait en cours de stats, on nous présentait, en cours, on nous présentait beaucoup cette étude, une étude qui disait que justement, manger bio, les personnes qui mangent bio ont un meilleur QI, ça augmente leur QI. Du coup, il y a des grandes campagnes sur le fait que le bio rend intelligent. Et quand tu rentres un peu plus dans ces études... N'importe quoi, ça. Il y a surtout un gros biais confondant. Genre, justement, les personnes qui mangent bio, c'est un peu des personnes un peu plus bobos, où leurs enfants, ils ont aussi du violon après les cours, ils font du sport, ils ont des bonnes écoles. Et du coup, nous filent souvent comme l'exemple des mauvaises études. Bon, alors du coup, Vivien, dis-moi comment j'améliore mon QI. J'ai mon téléphone, alors, je télécharge tout de suite. Ouais. Je te dirais, je sais pas si là on est à peu près de la même génération. On est assez, je pense, assez vieux pour se rappeler de la Nintendo DS et du docteur Kawashima qui proposait les entraînements cérébrales et qui, en fait, le score dans ce jeu-là, c'était pas un score, c'était pas un chiffre. Il te donnait le score en fonction, il te donnait ton âge cérébral. Donc, si t'as 40 ans et que tu fais un super score, ton âge cérébral c'était 24 ans et c'était limité à 20 ans, je crois, et 20 ans c'était ton score parfait. Bon, si tu veux améliorer ton QI, tu peux. Et je pense que, comme on disait, si le test que tu vas passer c'est le même, passe ce test encore et encore et encore, et tu auras un super score de QI. Est-ce que tu deviens plus intelligent? Probablement pas. Parce que, comme on dit, l'intelligence c'est tellement multifactoriel. Que en fait les programmes qu'on vend, et c'est un truc de fou, j'étais assez surpris de voir qu'il y en a encore tellement quand on fait des tests de QI ou quand on dit voilà, allez-y avec ce programme, souscrivez à ce programme et vous allez augmenter votre QI. Oui, mais le QI ça veut dire en fait enfants, non, on augmente, en fait on peut augmenter sa performance quand on entraîne quelque chose. Donc et c'est un petit peu le même, donc on parlait un peu des applications, des jeux, on va dire jeux vidéo ou applications, mais c'est un peu la même chose avec le sudoku ou les mots croisés. Si tu fais beaucoup de mots croisés, tu vas augmenter des performances cognitives sur certains aspects liés aux mots croisés, par exemple certains aspects de la mémoire, des associations de mots. Mais par contre, sur par exemple tes capacités à l'orientation spatiale, c'est-à-dire à manipuler un objet dans ta tête pour le remettre dans le bon sens, il n'y a pas grand-chose.
Pareil, le sudoku, tu vas augmenter certaines capacités cognitives liées au calcul mental, peut-être, liées à la disposition, cette fois-ci peut-être spatiale et au fait que tu vas avoir plusieurs nombres dans tes cases, dans ta tête, qui peuvent aller ensemble. Mais en même temps, bah, tu vas pas améliorer tes capacités, je dirais, je sais pas, ton Du coup, vocabulaire ou ces choses faudrait comme que ça. les applications, parce qu'on a vu le test du QI, c'est en fait, les tests de QI, c'est plein de sous-tests. Donc, il faudrait, en fait, c'est ça. Et tu peux t'entraîner sur tous les sous-tests. Exactement. Et tu peux, en fait, dire, ouais, bah, j'ai amélioré le QI. En fait, ça arrive à rien puisque, ben, tu vas améliorer peut-être ton score et comme on disait, donc ta place dans la norme, en fait, tu vas améliorer ton score par rapport à la norme de ton âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une étude là, qui était en 2016, je crois, où les chercheurs ils sont aussi intéressés à l'effet, on parlait un petit peu à l'effet placebo en fait. Et en fait, ils ont placardé des affiches dans le campus pour recruter des étudiants pour leur étude. Et ils avaient 2 types d'affiches. Donc sur une affiche, ils ont dit ouais, on recrute des personnes pour tester un truc qui va améliorer vos performances cognitives. L'autre type d'affiche, c'était simplement on cherche des gens pour une étude. Bon, bref. Et du coup, ils ont testé, je crois, du coup, ils ont testé le QI avant et après, 1 heure d'entraînement. Et le premier groupe qui était venu parce qu'on leur avait dit qu'ils allaient améliorer leur performance cognitive s'était amélioré, alors que le deuxième groupe qui a fait exactement la même chose n'a pas vu d'amélioration des scores. Donc il y aurait aussi peut-être un côté placebo du fait que si on s'entraîne à ça, si on pense qu'on va s'entraîner, si on pense qu'on va s'améliorer sur le test de QI, on va peut-être avoir un meilleur score en fait. Donc après il y a plein d'autres. C'est un peu malsain, non? Enfin, ouais. Du coup, tu aurais une espèce de croyance que si tu augmentes ton QI, tu vas trouver un boulot, avoir le retour de l'être aimé, je sais pas. Du coup, tu t'entraînes pour augmenter ton QI et tu sens quelque part l'effet immédiat de l'application et ça y est. C'est pour ça que le QI en soi, en dehors, je pense, du cadre médical et du cadre, du cadre sérieux, je dirais, dans lequel on peut être effectué, comme on disait, de pas le refaire avant, de laisser au moins 5 ans avant de le refaire. Des tests comme ça où on dit, comme tu disais, les tests égal M6 ou les tests où on dit 20 questions pour mesurer votre QI, mais non. Et ça va faire du bien à votre ego, et puis c'est tout, quoi. Mais comment? Les tests de QI, on est isolé, non? Quand on fait ça, on n'est pas au milieu d'un groupe. Alors, je sais pas, à la télé. Ouais. C'est très protocolaire. C'est très précis. Et je crois même que j'avais un prof qui me disait même la couleur de ma chemise peut influencer les résultats. Bien sûr. C'est vrai, mais alors, ouais, en études cliniques, il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Et dans ce que je fais, alors moi j'étudie aussi les gens qui marchent, la locomotion humaine. Et il y a une étude récemment qui montrait que le fait d'avoir quelqu'un dans la salle, quand la personne marche, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, ça change notre vitesse de marche. Alors que l'instruction est pareil, on nous dit juste la consigne, c'est allez-y marcher confortablement, la vitesse que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est connu aussi avec les patients qui vont performer parfois beaucoup mieux quand on les teste en clinique que quand ils sont à la maison ou inversement. Donc il y a quelque chose comme ça qui est un effet dramatique de l'effet blouse blanche. C'est intéressant. Ouais. Les personnes, quand elles se trompent, aussi, quand tu fais passer un test de suite, t'as un peu de plein de phrases comme ça qui sont préécrites, que tu dois dire telles quelles. Du coup, tu as ton enfant qui passe le test et tu te dis c'est bien, maintenant le suivant. Ou bien quand il se trompe, et s'il se trompe, tu dois dire c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça, pour pas décourager la personne. Bien sûr, ouais. Du coup, c'est un truc qui est bien pris en compte, justement. Et je sais plus, tu me demandais de façon plus généralement par rapport au jeu, par rapport au QI. Du coup, la question peut-être aussi plus intéressante, c'est est-ce qu'on peut changer son intelligence, est-ce qu'on peut être plus intelligent, c'est un petit peu, est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut contrer ses gènes? Et de manière générale, on sait que on peut changer, on peut apprendre une nouvelle langue à n'importe quel âge. C'est plus difficile que quand on est enfant, mais on peut le faire. Et ça, c'est grâce à la neuroplasticité, c'est-à-dire que les connexions cérébrales
plus tu les utilises, plus elles se renforcent. Et au contraire, si tu les utilises pas, elles vont tendre à être plus faibles et à des fois carrément disparaître. Donc c'est encore une fois, c'est entraîner le cerveau à faire certaines choses, va te permettre, oui, d'améliorer, d'apprendre une nouvelle langue, de faire ceci, de faire cela. Mais et si je reviens sur le jeu, parce que du coup, ouais. Les applications, c'est quand même des sortes de jeux. Enfin, d'ailleurs, tu as parlé de la Nintendo DS, tout ça. Enfin, c'était pour t'amuser en fait. Et je suis pas encore une fois expert, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend normalement. C'est en jouant qu'on améliore le mieux plutôt qu'en potassant des bouquins. Est-ce que, bon, je sais pas, les applications, ça marche. Enfin, on s'en fout de si ça marche ou pas, mais est-ce qu'il y a c'est une direction dans laquelle on peut aller où on pourrait développer des jeux qui soient stimulants intellectuellement et qui amélioraient le QI ou d'autres aspects de l'intelligence. Il pourrait y avoir d'autres aspects de l'intelligence qui pourraient être aussi sociaux ou des choses comme ça. Ouais, carrément. De toute façon, je connais pas assez le sujet pour vraiment m'étendre. Donc, tout ce que je vais dire, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Mais ouais, je pense que de toute façon, je te dirais que du moment que tu joues, et que tu fais, comme tu dis, un jeu régulièrement, tu vas augmenter quelque chose, tu vas changer quelque chose de toute façon dans ton cerveau. Donc, quel que soit le jeu, que ce soit Tetris ou que ce soit Call of Duty, tu vois, dans un cas, tu vas améliorer ta capacité à orienter spatialement des objets, tu vois, à anticiper un truc aussi simple que Tetris. Et dans l'autre cas, tu vas augmenter peut-être ta coordination œil-main. Tu vas peut-être aussi devoir gérer, faire du multitâche, parce que en même temps, peut-être t'es en ligne t'es en réseau et justement t'as le côté sociable avec d'autres personnes dans lequel faut peut-être aussi que tu te contiennes et que tu ne deviennes pas hargneux et que tu insultes pas les autres joueurs. Enfin, tu vois. Donc il y a tout ça aussi. Maintenant, les tests spécifiques qui disent une application ou un jeu qui va te dire allez-y, faites ceci, cela pour augmenter votre QI. Encore une fois, le QI, je pense, c'est un test donc en lui-même. Donc ça va peut-être augmenter des facteurs qui te permettent d'avoir un meilleur score QI. Et encore une fois, si c'est juste spécialisé pour juste avoir un meilleur score au QI, c'est un peu inutile, je pense, parce que le QI, c'est pas une fin, c'est juste un outil. En gros, tu vas entraîner des processus qui seraient généralisables à d'autres processus aussi. Il y avait une petite question qui nous demande à quoi ça sert. Enfin, c'est vrai que là, on parle beaucoup justement des biais du QI, des biais situationnels, et il demande un internaute qui nous demande à quoi ça sert de mesurer un QI à un moment si c'est autant biaisé, si c'est autant interprétable à la situation. Je crois que c'est un peu le problème quand on parle de tous ces biais. Ça reste un test très stable, mine de rien. Je sais pas si Xavier ou Eric veulent en parler. Vas-y, Eric. C'est quelque chose qui est stable. Après, à quoi ça sert? Disons que ça peut être un outil de plus dans la mallette du psychologue. Tu vois, si tu dois diagnostiquer un enfant qui a des problèmes, voilà, c'est un outil dont tu peux disposer. Évidemment, il y en a plein d'autres, parce qu'il y a plein d'autres facteurs susceptibles d'expliquer des problèmes chez les enfants. Ça peut être que l'enfant a un problème d'audition, de vision, tout simplement. C'est pour ça qu'il a du mal à l'école. Ça peut être la dyslexie, la maltraitance parentale, un deuil, n'importe quoi. Donc, le QI, ça peut être utile parce que voilà, si l'enfant il a un QI normal, mais il a des problèmes de lecture, tu pourras te dire, peut-être tu peux suspecter de la dyslexie et tu peux creuser là-dessus. Si tu vois, il a un QI extrême, anormalement élevé ou anormalement bas, tu peux légitimement faire l'hypothèse que c'est ça qui cause ce problème. Mais voilà, donc c'est un outil parmi d'autres qui peut être utile, voilà, tout en prenant en compte le fait qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. J'avais aussi une question, c'était à quel point le test prenait en compte les biais culturels et les biais de langage. J'ai envie de dire non, mais oui, ça prend en compte, dans le sens où on sait qu'il y a certaines parties du sous-test qui sont beaucoup plus sensibles à la culture et à la langue, notamment les parties de la compréhension, ce qu'on appelle intelligence verbale, sont extrêmement sensibles à la culture.
Et c'est là que j'ai envie de dire que le psychologue, c'est pas que quelqu'un qui va faire passer le test, c'est aussi quelqu'un qui va enquêter, qui va réfléchir, qui va analyser, qui va comprendre, qui va se dire que si son enfant parle pas très bien français et qu'il a un mauvais score à l'intelligence verbale, il y a probablement quelque chose à chercher plutôt de ce côté-là avant de lui mettre une étiquette de déficient intellectuel. D'accord avec ça, hein. J'ai une expérience comme ça où c'est un enfant qui était arrivé à 2-3 ans de l'étranger. Le français, c'était pas sa langue maternelle. Il passe le test de QI en français et il a effectivement des scores sur toute la partie langage qui est assez catastrophique. Mais quelque part, c'est pas sa langue maternelle. On lui pose des questions standardisées sur la culture, sur un test qui est fait pour des Français en France et du coup ça marchait pas très bien pour cette partie-là. Il avait d'autres troubles d'ordre exécutif certes, mais sur le terme, je pense que sur le langage, c'était à la fin la conclusion était claire aussi. Hein, c'est pas de conclusion sur le langage chez cet enfant. Mais voilà. C'est pour ça aussi que les tests sur Internet, je pense que ça nous fait doucement rire parce que il n'y a pas que cette partie. Il y a aussi ce travail de voir comment la personne, si elle abandonne, si elle cherche, si elle est motivée, si elle n'est pas motivée. Alors, je vois qu'on est déjà à 1 heure de live, ça passe vite. Est-ce que Greg, où est-ce qu'on en est au niveau des sujets et questions? Allez, préparez plein. Hein. Pour voir J'étais pas... si on s'en prend une dernière à se mettre sous la dent. Petite dernière, voyons voir, qu'on n'aurait pas déjà... après, moi, j'ai un biais, j'aime bien les questions de génétique, donc... Oui, mais on n'a pas... Attends. On a plus parlé de QI que de génétique. Alors, le chat t'as raison. Mais carrément qu'on parle de génétique, alors. Le chat était très demandeur de questions sur le QI, du coup, on est resté là-dessus, mais si tu veux aller à fond... Non, je sais pas. Par exemple, j'ai lu récemment, je me renseigne là-dessus sur le fait que l'héritabilité augmente avec l'âge. Donc, plus on vieillit, plus c'est la génétique qui explique pourquoi on a des forts QI ou des faibles QI, et moins c'est l'environnement. Ce que je trouvais complètement, carrément contre-intuitif. Ouais. C'est ça. Plus tu vieillis, normalement, plus tu rencontres des gens, tu fais des trucs qui t'améliorent ou qui te dégradent ton QI. Bref. Et en fait, l'hypothèse qu'il y avait derrière ça, c'était un peu une hypothèse du goût de chacun, en fait. Il y a des gens qui vont aimer ce genre de test, ce genre de casse-tête, de logique, ils aiment ça, ils construisent un peu leur environnement d'adultes autour de ça. Ça marche pareil un peu qu'avec le sport. Les gens qui aiment le sport, dès qu'ils vont passer adultes, ils vont faire tous les sports possibles. Et les gens qui détestaient le PS au collège, première chose qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent de faire du sport, quoi. Du coup, les gens qui aimaient le sport continuent à en faire beaucoup et deviennent de mieux en mieux en sport. Et les gens qui aimaient pas ça, du coup, ils prennent du bide et tout ça. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, en fait, il y a une confusion des faits, en fait, entre les différences génétiques et les différences d'environnement, parce que chacun vit dans son propre petit environnement qui s'est fait. Et du coup, la conclusion de cet article, c'était qu'en fait, pour évaluer la partie génétique qu'il y a derrière le QI, il faut mieux le faire chez des enfants qui n'ont pas encore construit leur environnement. Chez qui, d'ailleurs, la part de génétique du QI est pas si élevée que ça. Et par contre, la part environnementale est vachement éducationnelle, est vachement importante. Donc voilà. En ce qui concerne la génétique du QI, plus c'est pris tôt, plus c'est. Enfin, je sais pas si toi tu as quelque chose à. Encore une fois, Xavier. Moi, je parle toujours de population en général, jamais de déficience ou quoi que ce soit. Mais je suis très honnête, je suis très mauvais en génétique des populations. J'ai un bouquin là à côté de moi que j'ai feuilleté. Et l'intelligence dedans est pas. C'est surtout des formules pour essayer de comprendre comment ça se répartit. Mais je suis très mauvais en génétique des populations et donc mauvais en QI de population. Mais oui, c'est quelque chose. Pour le coup, là, ta réponse est assez contre-intuitive. J'aurais pas dit qu'en vieillissant, le QI était plus génétique. C'est bizarre.
Mais il y a probablement aussi un effet de, alors c'est à prendre avec pincettes, mais si on a une activité qu'on aime bien et il y a peut-être une raison la raison pour laquelle on aime bien faire ce genre d'activité et qu'on conserve du coup parce que on a pris un plaisir alors que d'autres n'avaient pas initialement et que c'est peut-être pas qu'éducationnel ce plaisir-là. Ouais. J'ai été surpris d'ailleurs sur ce papier, même sur pas mal de papiers que je lis de génétique comportementale qui se fait très très lourdement critiquer en général. Cet aspect de la génétique, c'est très violent. Et en fait, quand on lit les papiers, c'est toujours hyper bienveillant, je trouve. Les récents, je parle pas de l'histoire sombre. Voilà. Récemment, là par exemple, la conclusion de ce papier-là, c'est vraiment que chez l'enfant, il va y avoir certains goûts déjà présents et que toi, en tant que parent, ton rôle, c'est un peu d'aider l'enfant à un petit peu l'exposer à différentes choses pour lui révéler des grandes choses qu'il adore faire et du coup, ne pas le pousser ni dans une direction ni dans l'autre, mais un petit peu lui présenter des objets pour révéler un peu son potentiel ou voilà. Et il y en a qui vont partir dans des trucs qui vont améliorer leur QI parce que à la base c'est le truc qu'ils aiment et d'autres j'aiment vraiment pas ça et ils sont peut-être super intelligents émotionnellement ou socialement ou pour d'autres aspects mais pas celui-là quoi. Ouais. Donc voilà, j'étais surpris de la bienveillance de la conclusion des chercheurs là-dessus par rapport au saut de merde que se prennent les chercheurs en génétique comportementale en général. Ouais. Vrai, je sais pas si c'est de la guéguerre. Ouais, c'est assez violent. Je sais pas si Eric, tu as, comme tu t'occupes un peu de parentalité, si ce que disent des chercheurs en génétique sur des enfants, tu vois, des gens qui sont pas du tout psychologues et qui concluent un truc comme ça. Est-ce que ça te... Ouais, c'est espèce de déterminisme un peu qui peut être un peu dangereux quoi. C'est ça met tu sais, parce que des fois, c'est instrumentalisé pour balayer vers de la main tout plein de facteurs contextuels, environnementaux qui pourraient, voilà. Alors qu'on l'a vu, justement, des études d'héritabilité montrent chez les familles pauvres, le QI n'explique pas grand-chose, quoi. Donc, donc voilà, je pense, j'entends pas tellement de critiques auprès des chercheurs, mais plus auprès des médias ou des politiciens qui reprennent ce genre de recherche. Ouais. Mais non, après, moi, je trouve ça super intéressant. Il y a plein de cas, tu sais. Alors, j'ai pas d'études là comme ça en tête, mais on dit aussi dans la culture. C'est peut-être pas vrai ce que je vais dire, mais tu sais que les jumeaux qui ont été élevés il y a pas mal de jumeaux, des vrais jumeaux qui ont été élevés dans des familles différentes, mais qui à l'âge adulte se retrouvent faire le même boulot ou ont plein de trucs en commun et qui s'expliquent par ça justement que à l'âge adulte tu peux plus ou moins choisir la niche environnementale qui correspond à tes prédispositions génétiques et ça donne. Après tu disais. Ouais, que si du coup on s'intéresse au bébé vraiment très 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 tôt, on pourrait voir un peu mieux l'impact de la génétique. Ouais, j'imagine que mais quand même à un certain âge quand même, parce que le QI à 1 an ou 2, c'est pas mesurable. Mais en fait alors ouais, j'aurais un truc à dire là-dessus aussi, mais juste pour les histoires d'héritabilité, en fait, c'est les parents, ils transmettent leurs gènes à leur enfant, mais ils transmettent aussi un environnement à leur enfant. Donc, si les parents sont très doués en musique, ils vont transmettre leurs gènes de zygos à leurs enfants, mais aussi un environnement rempli d'instruments de musique. Donc, c'est difficile là de séparer. De démêler. Ouais, de démêler. Ouais, c'est fait. Les études très connues, c'est les études justement faites sur les jumeaux. Les twin studies. Ouais, les jumeaux monozygotes et dizygotes. Puis tu vas comparer la corrélation sur un caractère chez des jumeaux monozygotes, donc des vrais jumeaux qui ont 100% de génétique en commun, chez les jumeaux dizygotes. Mais c'est des études qui sont de moins en moins aimées et de plus en plus critiquées. C'est bien critiqué, ouais. Dans le même genre au niveau, je mets mon grain de sel cérébral, mais il y avait une étude en 2009 je crois qui montre un petit peu la même chose, que des jumeaux
monozygotes qui partagent des gènes ont des structures cérébrales plus similaires que deux inconnus qui ne partagent pas le bagage génétique. Mais du coup, encore une fois, et les structures cérébrales, on sait qu'elles peuvent aussi changer par, comme tu dis, par l'environnement. Donc, par exemple, pratiquer la musique, ça change structurellement, ça change la matière grise et la matière blanche dans le cerveau. Donc, en fait, je pense que si j'avais un mot à dire sur les études de jumeaux, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut montrer, quoi. Si c'est pour quantifier exactement de combien ça va être l'héritabilité du QI, machin chouette, il y a des gros biais qui sont structurels et qu'on peut pas corriger, quoi. Il y en a qu'on peut corriger, mais on a aussi des études d'adoption, comme disait Eric, voilà, complètement. Mais il reste toujours il y a plein de trucs qu'on peut faire, des études de population, de parenté, etc. Et il y a toujours des trucs qui merdouillent un peu. Mais après, est-ce que tu veux vraiment savoir si c'est 50% ou 57 ou 42? À la limite, on l'a vu, en plus, ça change d'un environnement à l'autre. Peut-être la question, c'est est-ce que dans un espèce d'environnement global, il y a une part de génétique là-dedans? Est-ce qu'elle est très forte ou pas? Ou voilà, pas trop. Le but, c'est de voir des trucs peut-être un peu contre-intuitifs, comme cette histoire d'héritabilité qui augmente avec l'âge, des choses comme ça. Ouais, là, on va pouvoir détecter des choses. Du coup, après, pour savoir, est-ce que c'est normal? On peut utiliser les Twin Studies, mais faut pas en entendre grand-chose. Méthodologiquement, c'est balèze, les Twin Studies. Mais c'est éthiquement discutable, de une. Et de deux, il y a des conclusions. C'est des études, il y en a certaines qui sont anciennes, les conclusions, elles sont... En fait, voilà, je trouve que ça dépend un peu. C'est difficile de pas y mettre de l'idéologie un petit peu à la fin, ou même pendant l'étude. Voilà, l'héritabilité, ce genre de choses, c'est fait un peu pour sélectionner les meilleures plantes. Mais bon, quand on parle de sélection chez les humains, ça nous ramène à des histoires un petit peu sombres. Et du coup, il va y avoir des gens qui idéologiquement vont plutôt complètement ignorer ce genre d'études, genre moi je ne mange pas de ce pain-là, je ne m'intéresse pas à ça, et d'autres qui disent que c'est pas forcément pour sélectionner les humains, mais on voudrait quand même savoir s'il y a quelque chose de génétique là-dedans ou pas. Est-ce que c'est utile ou pas et dans quelle mesure? Je pense qu'après chaque chercheur, chaque groupe et chaque personne qui réutilise ces résultats va fatalement y mettre de son idéologie et voilà, il y a même pas besoin de faire des études de jumeaux pour ça. On a vu qu'avec juste le QI des pays africains et européens, on allait pouvoir déjà développer des super théories racistes. Pour les études de jumeaux, c'est un petit peu pareil. Suivant comme on va dire c'est un outil et suivant comme tu l'utilises. Un truc que je trouve super intéressant, c'est voir s'il y a une base génétique dans la dépression. Ça pourrait être intéressant pour voir quels sont les mécanismes de la dépression, s'il y a une influence génétique, à quel niveau il est, si on peut court-circuiter cette influence et agir. Enfin, ouais, c'est vrai que la science en soi, elle n'a pas censé se préoccuper de ce qui est bien ou de ce qui est mal, c'est ce que tu vas faire avec tes résultats après. Mais c'est juste toujours associé à de l'idéologie, toutes ces études et voilà, moi ça me gêne un peu, c'est pour ça que j'aime bien revenir directement au papier et pas aux conférences de gens qui vont instrumentaliser ça pour dire mon Dieu, le QI c'est 80% génétique, la société, on vit une époque pas possible, vous allez voir. Bref, je m'en fous de ça. En fait, moi j'aime bien savoir ce qui a été fait et dans quel contexte. Souvent, pardon, vas-y. Vas-y, excuse-moi, non, j'aimais bien l'exemple de l'or avec la dépression. Enfin, c'est que ça peut informer des types de traitements, quoi, de savoir si c'est la part de génétique et d'environnement. Ça permet après de chercher si c'est environnemental, quel facteur peut être joué. Et même si c'est génétique, il y a cette idée des fois, si c'est 100% génétique, on peut rien faire, quoi. C'est naturel, on peut rien faire. Alors que, je sais pas, imaginons que la myopie, ce serait 100% génétique. Bon, tu peux mettre des lunettes, c'est bon, tu vois, ça. Donc, mais il y a cette association des fois qui est faite, c'est 100% génétique. Donc, c'est comme ça. C'est ce qu'on disait, la génétique, elle est évaluée dans un certain environnement.
Si par exemple tu vois que la myopie c'est génétique, c'est dans l'environnement où personne ne porte de lunettes. Dans l'environnement où tout le monde porte des lunettes, on voit plus d'effet myopie. Par contre, on voit un effet génétique des gens qui ne sont pas myopes, qui voient plus rien parce qu'ils ont des lunettes de myope. Du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, Et puis, génétique, ça veut pas dire immuable, quoi. Ça veut pas dire pas traitable. c'est pas que tu as le gène de la dépression, donc pouf, la Ouais, alors. dépression est apparue en toi. Pour les troubles psychiatriques et la génétique, alors c'est un vaste sujet. Malheureusement, c'est pas fou les résultats. On a beaucoup travaillé sur la schizophrénie. Alors moi, j'ai pas travaillé dessus, mais il y a beaucoup de travail sur la schizophrénie. Il y a eu, en fait, il y a des familles de bipolaires. Donc en fait, on se doute qu'il doit y avoir une part génétique, une prédisposition à ce genre de troubles. Mais encore une fois, on les a pas trouvés. Probablement parce qu'on cherche pas très très bien non plus. Les méthodes pour trouver des causes, c'est un peu technique, mais c'est pas forcément les plus optimales. Et en fait, on a fait aussi l'inverse, c'est-à-dire que par exemple pour la dépression, on a regardé comment fonctionnaient les traitements pour essayer de chercher des cibles génétiques en se disant si le traitement touche telle ou telle molécule dans tel ou tel neurotransmetteur, c'est que la dépression, ça doit être un trouble qui est lié à un gène qui code tel ou tel truc. Et ça, malheureusement, ce sens-là ne marche pas. En tout cas, on n'a pas trouvé de choses probantes dessus sur la dépression. C'est des millions qui ont été investis dans le gène de la schizophrénie. Alors la recherche oui, parce que la schizophrénie, ils ont, je pense que toutes les nouvelles technologies de séquençage, de karyotype moléculaire sont passées par là. Ils ont eu des cohortes il y a des cohortes monstrueuses qui ont été étudiées pour la schizophrénie. Ça a dû coûter effectivement des millions, pour essayer de trouver la cause, s'il y avait des traitements qui auraient été plus optimaux, etc. Il y a des... Vas-y. Non, il y a des trucs intéressants qui sont sortis. Je pense plus en épigénétique peut-être, mais ça va un autre sujet encore. Ouais, c'est un autre. Mais, par exemple, ils ont trouvé des populations où il y avait plus de ce qu'on appelle des CNV, donc des morceaux de chromosomes délétés ou dupliqués, donc un peu plus d'informations génétiques ou un peu moins d'informations génétiques. Mais en fait, ça reste que de la susceptibilité, c'est-à-dire que si on a ça, on est plus susceptible, on fait partie d'une population qui est plus à risque de développer de la schizophrénie qu'une autre population. Ils ont fait pareil avec des GWAS, donc l'étude de polymorphisme, c'est-à-dire des variations ponctuelles qui sont en théorie fréquentes dans la population générale. Et quand on a certains de ces polymorphismes, on a plus de risques d'avoir une schizophrénie. Et ils ont fait ça pour plein d'autres maladies, sauf que ça donne une susceptibilité et ça donne pas d'origine génétique forte, c'est-à-dire que ça nous dit pas si on va être malade ou pas malade en fait. On est sur du risque, et alors quand je dis du risque, c'est 1,001, donc même pas 1% de risque pour chaque polymorphisme. Donc on y va en ramant. En fait, la recherche de gènes en général, je pense que sur les plantes là-dessus, on est un peu plus avancé que sur l'humain, c'est assez rare. Voilà. Alors il y a un gros avantage sur les plantes, c'est qu'on peut faire de l'endogamisme fort. Oui, on peut faire marier, voilà, c'est ça. Donc ça, chez l'homme, c'est compliqué. C'est éthiquement pas acceptable. Et puis des fois, c'est juste pas possible. Enfin, je veux pas m'auto-féconder, même avec tout ça. Voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que on fait de la recherche de gènes comme ça, comme tu as dit, avec des études, des GWAS ou voilà, des choses comme ça, depuis des années, et ça marche pas très bien. Ça marche bien pour certains trucs, on a quelques succès sympas, mais pour la majorité des choses, des traits qu'on veut mesurer, c'est la galère. On n'explique qu'une toute petite partie de ce qu'on veut expliquer en fait avec ça. Donc on passe à un autre type de méthode maintenant qui s'appelle la sélection génomique et qui consiste à prédire, non plus chercher où se trouvent les gènes, mais à dire d'après ton génome, à mon avis, toi, tu auras pour des plantes, tu auras un rendement de tant. Et franchement, chez l'homme, éthiquement, dire je te prédis que tu as tant de pourcents de chances de développer une maladie super grave, je sais pas, éthiquement, je pense qu'il y a des tas de questions super intéressantes à se poser là-dessus et faire prédire, enfin, vraiment, vous avez vu Bienvenue à Gattaca? Ouais, j'étais en train de penser la même. Ouais, c'est ça.
on est capable de le faire parfaitement sur les plantes. Alzheimer, il y a eu des gros scandales avec Alzheimer, où il y avait des personnes de 30 ans, 40 ans, on leur a prédit qu'ils avaient des prédispositions pour Alzheimer. Alors, Alzheimer, c'est particulier parce que la maladie d'Alzheimer, on connaît au moins 3 gènes où c'est de la maladie mendélienne monogénique, c'est-à-dire que quand on a une mutation dans ce gène-là, à 40-50 ans, on a une maladie d'Alzheimer qui débute. Donc en fait, trouver une variation qu'on connaît déjà causale dans ce gène-là, c'est l'assurance d'avoir une maladie d'Alzheimer à 100%. Et en fait, le scandale, c'est que on a rendu, c'est des tests génétiques accessibles en ligne qui ont été faits par des personnes avec des interprétations qui ne sont pas faites par des biologistes médicaux, et on leur a rendu un résultat comme quoi ils allaient avoir une maladie d'Alzheimer à 40-50 ans, alors que la variation 1, il y en a certains, elle n'était pas retrouvée parce que c'était une erreur de séquençage, c'est-à-dire que ça arrive même fréquemment, c'est pour ça qu'on teste toujours une deuxième fois les variations qu'on trouve avec une autre technique, et les autres choses, c'est qu'il y avait une erreur d'interprétation où le variant trouvé en question ne touchait pas alors je parle de transcrit, donc en fait il y a le paradigme gène transcrit protéine, donc le transcrit c'est la copie de notre gène qui permet de fabriquer la protéine, et en fait chaque gène a plusieurs transcrits et tous les transcrits sont pas utilisés au même endroit dans toutes les cellules, et il y a certains transcrits qui sont utilisés dans des cellules neuronales, par exemple pour PSEN1, donc il y a un gène de l'Alzheimer, et ils n'ont pas regardé le bon transcrit. Donc du coup ils ont dit qu'il y avait un problème, mais c'est pas un problème qui était au niveau neuronal, donc ça déclenchait pas de maladie d'Alzheimer. Et donc là il y a eu scandale aussi, et il y a eu un reportage sur ces personnes-là avec des scandales des tests génétiques en ligne. Cela dit, je sens qu'on dérive. On dévie beaucoup vachement là. De génétique là. Et l'idée, ce serait que, ce serait éthiquement, je trouverais hyper contestable d'être capable de prédire le QI des gens. En fait, je te prédis que ton QI sera déjà, je sais même pas vraiment bien comment, vu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais voilà, je pourrais te prédire qu'à l'âge de 10 ans, tu aurais voilà. Ce serait éthiquement vachement discutable, et en plus, ça ne prend en compte que ton ADN et pas du tout sur ce qui va t'arriver de la vie. Donc, c'est un truc que je vois se développer un petit peu avec les tests génétiques qu'on peut faire maintenant pour trouver ses origines génétiques. Il y en a qui dérivent un petit peu en donnant comme ça des prédispositions pour ceci, cela. C'est un truc sur lequel je serais vachement prudent, sachant que c'est pas du tout une technologie déjà mature chez l'homme. Chez les plantes, c'est pas mal parce que les plantes c'est super. Mais même une fois que c'est mature, l'interprétation de ce truc-là, c'est un médecin ou c'est un professionnel qui doit faire ça, quoi. Super. Bah écoutez, on s'était dit qu'on ferait 1 heure de live. On est déjà à plus d'1h20. Ouais. Du coup, je propose qu'on conclue un peu gentiment là-dessus. Je sais pas si le chat, vous avez quelques dernières questions brûlantes. Okay, c'est le moment. Vous avez dans le chat une personne qui connaît un peu la génétique a priori. Hein. Oui, il pose des questions. Il y en a qui font semblant de ne pas savoir. Oh la vache. Et qui posent des questions pièges. Mais en tout cas, moi j'ai plaisir à discuter en tout cas avec les personnes. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cet appel. Franchement, c'était super bien. Ouais, le débat, je trouve qu'on est bien parti un peu dans les différents aspects de la question. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, c'était vraiment hyper sympa. Un grand plaisir. Ouais. On fait ça quand vous voulez. Ah bah, pas de souci. Partie 2. Bah, volontiers alors, pour une prochaine fois. Parce que je crois qu'il reste à peu près les 3/4 des questions. Hein. Ah ouais. Ouais, on a... Ça a vécu sa propre vie. En plus, il y a Eric qui est devenu intervenant un moment parce qu'il a aussi commencé à poser des questions. Du coup, c'était parfait. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. J'espère à très bientôt. Ouais. Merci. Ouais.